commencer cet épisode, je voudrais vous parler de quelque chose qui permet de faciliter la vie des entrepreneurs. Vous connaissez déjà peut-être Slick, j'ai interviewé l'un des fondateurs, Adrien Bartel, lors de l'épisode numéro 5. Je connais d'ailleurs Adrien depuis longtemps, j'ai suivi son parcours entre la Chine et l'Asie du Sud-Est. C'est un entrepreneur super péchu et je vous recommande fortement d'aller écouter cet épisode, vraiment intéressant. Et donc Slick, c'est quoi ? C'est une solution pour les entrepreneurs et les PME qui permet de créer une structure, de gérer sa compta, de gérer le payroll, etc. Je suis moi-même entrepreneur, j'ai eu des structures en Asie, en Europe, et comme vous, je suis allergique à la paperasse. J'ai envie de me concentrer sur mon core business, et c'est exactement ça que Slick offre. C'est une solution online, c'est un SaaS, c'est totalement paperless, et ça vient disrupter l'univers qu'on peut appeler un peu poussiéreux du corporate service. Donc vous pouvez directement aller jeter un œil sur slick.com, donc S-L-E-E-K, slick.com. Si comme moi vous êtes curieux, en quelques secondes on peut ouvrir un compte gratuitement et aller explorer l'interface, voir un peu à quoi ça ressemble. Si vous voulez plus d'infos, donc cet épisode, l'épisode numéro 5 sur Adrien, je le recommande chaudement. Et ensuite donc voilà, c'est vous les entrepreneurs, à vous de jouer. Bonjour, je suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour David. Bonjour. Donc David Bavrez, merci de nous recevoir depuis Hong Kong. Vous êtes investisseur et essayiste. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont le dernier s'intitule Paris-Pékin Express. Vous avez également publié Génération Tonique précédemment. Vous participez aussi, vous êtes columniste dans pas mal je vois ça en anglais, donc il y a un newspaper, donc de pas mal de journaux comme L'Opinion, Les Échos, Forbes, etc. Et on va aussi discuter de nombreux sujets autour de la Chine. Vous êtes quelque part expert de la Chine, comme le démontre très bien votre livre Paris-Pékin Express. Et vous avez envie de parler en particulier du retour de la Chine dans le 21e siècle. Donc c'est un des sujets qu'on va aborder. Et pour commencer, je vous propose de vous présenter brièvement. Alors moi, je suis investisseur. J'ai passé 15 ans à Londres, de 1995 à 2010, à faire ce que les politiques n'arrivaient pas à faire, c'est-à-dire construire l'Europe. C'est-à-dire qu'on a investi dans des sociétés européennes, enfin des sociétés au départ nationales et qui sont devenues des leaders européens, de manière à faire ce qui était, il me semblait, l'objectif de notre génération, qui était de continuer la construction de l'Europe. Et puis en 2008, il s'est passé un phénomène, ce qu'on a appelé la grande crise financière. Les marchés financiers en une année ont perdu 50% de leur valeur. Et je me suis posé la question, mais comment peut-on dire que le monde, en l'espace de 12 mois, perd en gros 50% de la richesse, la création de richesse humaine. Et en fait, en se tournant au XXe siècle, ça n'est arrivé qu'une fois, c'était en 1929. Et 1929, c'est l'année où tout bascule. C'est ce que mes grands-pères m'avaient raconté. C'est là que, non seulement sur le plan économique, mais sur le plan sociologique, sur le plan politique, la montée du nazisme et qui finit par la Seconde Guerre mondiale. Donc, je me suis dit, cette année 2008 est en fait une rupture générationnelle. J'ai eu jusqu'à présent, ma génération a eu une vie très rectiligne parce qu'on n'a pas connu de guerre, ce qui est très... En l'espace de 30-40 ans, c'était très ahistorique. Et là, il y a le signe d'une rupture et d'un nouveau monde qui va émerger. Donc, en fait, en 2010, fin 2010, j'ai arrêté mes activités professionnelles d'investisseur à Londres et j'ai pris une année à voyager dans le monde pour essayer de comprendre d'où allait émerger ce nouveau monde, parce que j'étais convaincu que, en restant dans ma vie très confortable londonienne, à ne parler qu'à de grosses sociétés, donc des acteurs historiques, je n'allais pas comprendre ce nouveau monde. Et donc, j'ai voyagé aux États-Unis, en Europe, et puis en Asie. Et quand je suis arrivé à Hong Kong, j'ai vu, si vous connaissez Hong Kong, j'ai vu un premier immeuble qui s'appelle l'AFC One, qui fait 40 étages, et puis qui a
un grand frère à côté qui a été construit un peu plus tard, qui fait 80 étages, qui s'appelle Leipzig 2. Et puis, le développeur qui a construit ces deux immeubles en 2008, au moment où moi je disais que je voyais qu'à Londres que le monde s'écroulait, lui, il a décrété qu'il fallait construire un nouvel immeuble qui s'appelle l'ICC de 120 étages. Et qui en plus n'est pas sur l'île centrale de Hong Kong, mais à Kowloon. C'est un peu comme si à Paris, vous disiez, vous aviez fait fortune avec des immeubles dans la Défense et que vous disiez, bah non, en fait, c'était petit jeu. En fait, je vais faire une tour de 120 étages dans le 9-3 parce que je sens que les choses vont déménager dans le 9-3. Et je me suis dit, ce qu'a fait les États-Unis au XXe siècle, cette énergie, ce sens de folie, cette faculté de tirer sur l'élastique jusqu'à ce qu'il pète, ce qui est la niaque de l'entrepreneur, aujourd'hui, je vois bien qu'elle va être au XXIe siècle en Chine. Et donc, j'ai décidé de m'installer à Hong Kong, où je me suis installé en 2012. Et depuis, ce que je fais, c'est que d'une part, j'aide des amis à monter des sociétés que j'aide à financer pour lesquelles je suis administrateur. Et puis, l'autre partie de mon temps, je la passe à essayer de comprendre ce qui se passe en Chine et comment le retour de la Chine sur l'échiquier mondial va impacter le reste de la planète. Donc voilà, très schématiquement, ce qui m'occupe toute la journée. D'accord, ok, non, c'est très clair. Donc avant de rentrer dans le côté analyse de la Chine, est-ce qu'on peut discuter un peu de ce que tu fais en tant qu'investisseur? Est-ce que tu es spécialisé dans un domaine particulier? Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels tu peux communiquer et quelques expériences, si tu peux synthétiser peut-être ton expérience d'investisseur dans la région? Alors, ma casquette d'investisseur est double. Elle est sur deux extrêmes. C'est d'une part vraiment ce qu'on appelle le seed investing, donc vraiment les startups dès l'origine. Et puis d'autre part, ce qui est mon background historique, les sociétés cotées en bourse à Hong Kong, donc les grandes sociétés chinoises. La partie qui intéressera sans doute le plus nos auditeurs aujourd'hui, c'est la partie seed, où je ne suis pas du tout spécialiste d'un secteur, je suis un généraliste. Et en fait, ce qui compte, véritablement, c'est pas l'idée, parce que des idées, tout le monde en a, mais c'est vraiment c'est l'aventure humaine et c'est le fondateur. Et c'est le fondateur et c'est l'équipe qui va construire autour de lui. Et là, la question est très simple. C'est une double question que je me pose. C'est est-ce que j'embaucherai cette personne dans ma société pour travailler pour moi? Et la réponse est il faut que la réponse soit oui. Et la seconde question que les gens en général ne se posent pas, c'est est-ce que cette personne accepterait de travailler dans ma société? Et la réponse est non. Puisque c'est un véritable entrepreneur qui veut travailler pour lui. Donc, la seule manière que cette personne extrêmement talentueuse travaille pour moi, c'est que je devienne actionnaire. Donc, c'est ça vraiment mon. Et le second argument, ça n'est pas pourquoi, qui est celle que très souvent les gens se posent, c'est pourquoi maintenant. Le timing est absolument clé. Quand on lance une société, on a des ressources extrêmement limitées. Il faut être ni trop tôt, ni trop tard. Donc, il faut bien comprendre quelle est la rupture, pourquoi la rupture dans la chaîne de valeur va arriver maintenant et pourquoi j'apporte la solution. Donc, ça, c'est la partie seed. Et puis, l'autre partie des grands groupes chinois, ce qu'on voit, c'est que on voit maintenant une grande différence entre le secteur étatique et le secteur privé en Chine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le secteur privé avec des entrepreneurs qui sont sans doute parmi les meilleurs entrepreneurs du monde parce qu'ils ont des contraintes énormes pour développer leur société. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir ces gagnants qui demain vont être non plus seulement des gagnants chinois, mais des gagnants mondiaux. Donc voilà ce qui m'occupe la journée. D'accord, très bien. Et donc tout cet aspect d'écrire des livres et d'analyser en profondeur la Chine, est-ce qu'il y a un lien fort avec ton activité d'investisseur? Tu es vraiment influencé par ton analyse pour faire les bons investissements? Oui, bien sûr, parce que le métier d'investisseur, c'est quoi? Le métier d'investisseur, c'est d'observer le monde actuel, essayer de le comprendre pour anticiper les tendances futures et les quantifier. Et donc, ce que j'observe tous les jours en Chine, ce qui me frappe, moi, depuis que je suis arrivé quand je suis arrivé en 2012, j'ai fait un pari, enfin 2 paris énormes. Le premier, c'était que la Chine reviendrait sur l'échiquier mondial. Et à l'époque,
Ça paraît évident maintenant, mais à l'époque, bon nombre de mes amis à Londres m'ont tout simplement ricané au nez en disant « Mais mon pauvre vieux, qu'est-ce que tu vas faire en Chine ? Il n'y a absolument rien à y faire. » Et puis le second pari, c'était que le déficit d'information en Occident sur ce qui passe en Chine, ce déficit allait perdurer et que c'était ce à quoi je devais travailler. Quand vous êtes investisseur, vous voulez trouver quelque chose de matériel, de vraiment significatif que les autres n'ont pas vu. À l'époque d'Internet où l'information est censée circuler librement partout dans le monde, a priori, ce n'est pas évident. Et là, vous avez un phénomène incroyable, c'est que la Chine est aujourd'hui 15% du PNB mondial, elle est au moins un tiers de la croissance en fonction des activités, des secteurs d'activité que vous regardez, et que les discussions que vous pouvez avoir à Paris, Londres, New York, vous prouvent que l'Occident en resterait largement ignorant. Il y a une statistique qui vous permet de quantifier ce déficit d'information. Nous sommes, nous occidentaux, je mets américains, européens, nous sommes 600 000 à vivre dans ce qu'on appelle la Chine continentale, c'est-à-dire la Chine en dehors de Hong Kong et de Taïwan. Et nous sommes 200 000 à Pékin, 200 000 à Shanghai, 200 000 dans le reste de la Chine pour essayer de comprendre 1,4 milliard de gens. Pendant ce temps, les Chinois ont une diaspora chez nous de 70 millions de personnes. Donc, nous avons un désavantage compétitif. Si vous partez du principe que la clé compétitive du XXIe siècle, ça va être la donnée et l'information, nous partons, nous occidentaux, aujourd'hui, avec un désavantage compétitif de 1 à 100 par rapport à la Chine. La Chine sait ce qui se passe chez nous, nous ne savons pas ce qui se passe en Chine. Et donc, il faut que nous, occidentaux, et c'est pour ça que j'écris des livres, c'est pour ça que je fais des conférences, que je publie des articles, il faut que nous, occidentaux, nous commencions à faire le travail sur la Chine que la Chine a fait sur nous depuis 1980. D'accord, ouais. Non, c'est vrai que dont 70 millions de Chinois dans le monde, de la diaspora, dont 1 million en France, si je me trompe pas. Je crois qu'on a la plus grosse communauté chinoise d'Europe. Donc c'est des chiffres extrêmement conséquents, quoi. Et donc tu prends un peu la continuité on appelait ça quoi, les China Watchers, dans la continuité d'un Simon Leys qui lui-même était basé à Hong Kong. À quelle époque? C'était l'époque de la révolution culturelle, c'est ça, et qui observait la Chine depuis Hong Kong? Oui, alors j'aimerais être Simon Leys, malheureusement, je n'arrive pas à la cheville. Un objectif. Mais c'est quelqu'un, il faut lire ses mémoires, notamment il y a après Tiananmen où il est interdit de séjour en Chine. On lui dit mais vous êtes le plus sinologue, le plus sinophile de tous les occidentaux, comment vous allez faire pour vivre sans aller en Chine? Il a dit mais la Chine n'est pas définie par sa géographie, la Chine est une religion. Et donc, vous pouvez la vivre où que vous vous trouviez. Et ça qui est très fort, on y reviendra sans doute à un moment. Ce qui est incroyable dans ce pays, c'est cette cohésion nationale qui nous fait dramatiquement défaut en Europe. C'est là où on a certaines leçons à retirer de la Chine. Mmh. Et donc ça nous amène à ton livre, Paris-Pékin Express. Donc c'est un livre qui prend la forme d'un dialogue entre le nouveau président français fraîchement élu qui va en voyage officiel en Chine pour la première fois et son conseiller, donc toi-même, le narrateur en tout cas dans le livre, qui est là pour le briefer pendant le voyage. C'est bien ça? Alors en fait, c'est un livre fiction. C'était écrit ce livre au moment de la campagne présidentielle de 2017. Et l'idée, c'est que le premier jour de son mandat, le président est élu le dimanche et le lundi matin, il doit prendre l'avion pour aller à Berlin pour, en gros, dire aux Allemands, vous devez continuer à nous financer parce que je vais essayer de restructurer le pays, mais j'ai vraiment besoin de votre soutien et de votre financement. Et là, ce président qu'on a élu, au lieu d'aller, finalement, il se rend dans l'avion et puis avant de monter dans l'avion, il se dit mais finalement, qu'est-ce que je vais faire en Allemagne? Je vais rien apprendre parce que je vais me faire engueuler par Merkel qui va nous dire qu'on est encore un pays qui est incapable de se réformer et qui vit au-dessus de ses moyens. En fait, ce dont j'ai besoin, c'est de comprendre comment réformer la France. Et donc, je me demande quel est le pays qui, au cours des 20, 30 dernières années, s'est le plus réformé. Et ce pays, c'est la Chine. Et donc, il dit, on annule le voyage à dernière minute. Il dit, on annule le voyage à Berlin et appelez Pékin en disant que j'arrive dans 10 heures. Et dans l'avion, comme je ne connais rien à ce pays, je n'y ai jamais mis les pieds,
je voudrais parler à quelqu'un, mais je veux pas un diplomate, je veux pas un patron du CAC 40, je veux quelqu'un d'indépendant à qui je puisse poser des questions dans tous les sens. Et cette personne, c'est moi, et c'est pour ça qu'il y a un dialogue fictif entre le président de la République et moi, et le président, à cœur ouvert, me pose des questions dans tous les sens à propos de la Chine. Oui, exactement. Ouais. C'est un peu l'intérêt de ce format, c'est que ça permet d'aborder un nombre de sujets infinis. Enfin, ça passe de l'économie à la politique, à la société chinoise, enfin, vraiment un peu de tout. Donc le format est hyper intéressant. Il y a un côté ludique aussi, vu que c'est sous la forme d'une discussion. C'est très riche en informations. C'est un côté didactique, mais qui est assez ludique de par la forme. Après, la question que je me posais justement, c'est, enfin, parfois voilà, tu conseillais, je crois aussi, pour peut-être quelqu'un qui prend un avion pour la Chine, et c'est peut-être un bon moyen d'être briefé sur la Chine, sur plein d'aspects. Mais à la fois, il y a tellement d'informations qu'on en ressort en se demandant un peu, c'est dur d'en faire la synthèse. On se dit quelle est l'essence du livre, quelle est un peu la thèse qui est derrière. Est-ce que tu peux nous la résumer? Oui, alors je suis désolé, il y a un défaut quand on est un investisseur, c'est ce qui fait la différence entre un investisseur et un politique, c'est qu'un investisseur, lorsque j'ai une idée, il faut qu'elle soit illustrée par un fait, et ce fait doit être illustré par un chiffre. Parce qu'autrement, je suis pas sérieux. Le métier d'investisseur, c'est de quantifier les choses. Donc, je suis absolument désolé parce que le livre est effectivement bourré de statistiques qui paraissent, je pense, superflues pour une certaine partie du lectorat, mais qui, en revanche, est extrêmement utile pour d'autres personnes qui veulent aller plus en profondeur. Donc, désolé Non, pour c'est très bien. pour la pause. Je faisais référence au nombre de sujets abordés, quoi, quelque part. Pas forcément les statistiques, ça me semblait très bien. Il y a une thèse pour moi qui est fondamentale, c'est que il va se passer entre l'Europe et la Chine au XXIe siècle, qui s'est passé entre l'Europe et les États-Unis au XXe siècle. Je vous rappelle qu'en 1900, les États-Unis étaient très très loin de l'Europe. En 2000, les États-Unis et l'Europe formaient l'Occident et avaient des alliances dans tous les sens. Donc, en l'espace d'un siècle, il s'est formé un rapprochement entre les États-Unis et l'Europe. Et je vois se dessiner, on est très en amont, donc c'est peut-être extrêmement visionnaire parce qu'à ce stade, on est très en amont du processus, mais je vois les deux cultures millénaires européennes et chinoises, et notamment françaises, parce qu'il y a beaucoup de commonalités culturelles entre la Chine et la France. Je vois ce 21e siècle. En fait, la Chine a juste disparu de l'histoire pendant 150 ans, à partir d'en gros, 1850 à 1980. La Chine s'est retirée du monde pendant 150 ans, mais elle revient. Et si on prend une perspective un peu millénaire historique, on s'aperçoit que tous les ingrédients sont là pour réintroduire une relation étroite entre l'Europe et la Chine. Et je pense que c'est ça la mission du XXIe siècle. Et c'est ça notre mission à nous, qui avons la chance occidentaux de vivre en Chine, et bien d'expliquer. Il ne s'agit pas d'être sinophile par définition. Je ne suis pas membre du Parti communiste chinois. Il y a tout un tas, naturellement, d'aspects chinois avec lesquels je ne suis absolument pas d'accord, qui vont complètement contre ma culture, mais ça n'empêche pas de dire que le sens de l'histoire, c'est d'expliquer à chacun la culture de l'autre. Et le meilleur moyen, à mon sens, c'est ce que disent les Allemands. Si vous avez fait un peu d'allemand, Wandel durch Handel, c'est par le commerce. Le commerce rend les gens aimables et ce sont les gens aimables qui peuvent faire du commerce. Et c'est comme ça qu'on fera progresser les choses. D'accord. Et donc justement, pour l'Europe, comment se placer vis-à-vis de la Chine? Parce que, enfin, moi, j'ai connu une époque, il y a peut-être une dizaine d'années en Chine, où pour les Chinois en général, le peuple chinois, en tout cas, l'Occident égale États-Unis. S'ils voyaient un blanc, ils pensaient que c'était un Américain. Ils avaient parfois une vision un peu caricaturale. Et j'avais un peu l'impression que ça remontait jusqu'au plus haut niveau où l'objectif, on avait vraiment les yeux rivés sur la puissance américaine. Après, là, le vent tourne, clairement. On a vu ces derniers temps, sous l'administration Trump, voilà, parfois même les États-Unis érigés presque comme un ennemi, en tout cas comme un rival. Donc, comment profiter de cette situation pour l'Europe pour se placer intelligemment? C'est là où, en fait, l'Europe est à un tournant. Soit elle va être ce que j'ai appelé dans un de mes articles, on va assister à la yéménisation de l'Europe.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Arabie saoudite et l'Iran ne se font pas la guerre sur leur territoire, mais au Yémen. Donc, si nous ne réagissons pas, les États-Unis et la Chine vont se faire une guerre sur notre sol. C'est-à-dire que les États-Unis vont nous taxer tous les matins et la Chine va nous piller tous les matins si nous ne savons pas nous défendre. Donc, nous allons être le terrain de jeu de cette guerre et nous allons en être la principale victime. À l'inverse, si on réagit, on est dans une position extraordinaire puisque d'abord, si on est une société européenne, on va pouvoir vendre nos produits et services à la fois aux États-Unis et à la Chine. Si vous voulez, schématiquement, ce que j'explique dans mon livre, c'est que quand vous êtes ici en Asie, vous vous rendez compte que, c'est pour ça qu'il y a un tournant, c'est le grand message du tournant de 2008, c'est que jusqu'en 2008, le monde a été fait de 700 millions de privilégiés d'Américains et d'Européens. Moi, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle au début des années 1990, j'interviewais à Londres pour un job international où je n'avais en concurrence que des Européens et des Américains. Il n'y avait pas de Chinois, il n'y avait pas d'Indiens qui essayaient de prendre mon job. C'est pour ça que je l'ai eu. Je n'étais pas particulièrement compétent, mais comme il y avait peu de concurrence, aujourd'hui, le monde est passé de 700 millions de privilégiés occidentaux à 7 milliards d'habitants planétaires. Donc le monde fait x10. Pour nous, Européens, soit on dit c'est horrible parce que nous perdons notre espèce d'oligopole, soit on dit mais c'est merveilleux parce que le monde fait x10 et on va pouvoir maintenant exporter notre savoir-faire auprès d'un public qui est 10 fois plus grand. Et donc, c'est ça l'opportunité. Et le meilleur exemple qu'on en a, vous avez bien vu au mois de décembre, depuis 7 ans, l'Europe et la Chine discutaient pour un accord cadre sur l'investissement réciproque. Et on voit que grâce aux Allemands, fin décembre, je crois que c'est le 30 décembre, l'accord a été signé. Et c'est un accord cadre de manière à améliorer les investissements dans les deux géographies. Il est quand même assez anormal de voir qu'il y a des échanges commerciaux entre les deux régions de l'ordre de 500 milliards de dollars et que les investissements cumulés, donc cumulés dans le temps, ne se montent qu'à 150 milliards de chaque côté. Donc on voit qu'il n'y a pas, quand on parle des investissements chinois en Europe, il y en a à la fois trop et pas assez. Il y a trop de mauvais investissements chinois que nous n'avons pas su screener, que nous n'avons pas su refuser en disant « vous n'êtes pas le bon investisseur ». Et à l'inverse, il n'y a pas assez d'investissements chinois. Pour les investissements chinois en France, cumulés, ce qu'on appelle le FDI, donc le Foreign Direct Investment, les investissements directs étrangers, le cumul des investissements chinois en France est de l'ordre de seulement 3 à 4% de tous les investissements étrangers en France, alors que la Chine est 15% du PNB mondial et 30% de la croissance. Donc, tout le but, c'est de dire il faut qu'on accélère les investissements chinois en Europe, mais seulement les bons. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on se mette à travailler, qu'on étudie la Chine, qu'on dise qui est un bon. Il ne s'agit pas de traiter les investissements chinois, il s'agit de dire qui est un bon investisseur chinois et qui est un mauvais investisseur chinois. C'est comme ça qu'on progressera. Mmh, d'accord, tout à fait. Ouais. Et donc, ma précédente question était sur l'Europe, mais pour se centrer plus sur la France, dans le livre, vous analysez à la fois la Chine et vous la comparez beaucoup avec la France. C'est une discussion avec le président français et bien sûr, ce qui l'intéresse, c'est de voir comment collaborer avec la Chine et où est-ce qu'il peut s'inspirer du modèle chinois. Est-ce que vous avez des domaines qui viennent à l'esprit où vous pensez que la Chine peut être un modèle pour la France ? Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que depuis, comme je vous ai dit, ça fait 30 ans que la Chine nous regarde pour retirer le meilleur de notre système occidental et laisser tous les côtés négatifs. Et nous, aujourd'hui, la crise du Covid est un exemple frappant. La Chine a réussi à traiter un problème que nous, occidentaux, nous n'arrivons pas à traiter. Alors, on s'en tire en disant c'est une dictature, ce sont des gens absolument horribles, donc ce qu'ils ont fait, nous ne pouvons pas l'appliquer chez nous. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Il faut, de manière objective, dépassionnée, voir quels sont les aspects de ce qui s'est passé en Chine, les aspects positifs, que nous pouvons retirer de manière à pouvoir traiter un problème sociétal où on voit bien que, aussi bien en France
qu'au Royaume-Uni, qu'aux États-Unis, la réponse, notamment la réponse politique, a été totalement défectueuse. Et là, pour moi, la grande leçon, enfin, ce qui me frappe vivant à Hong Kong, où nous n'avons jamais été confinés, quand même quelque chose, nous n'avons jamais été confinés à Hong Kong, et nous avons, je ne sais pas combien, on est peut-être à 20 morts maintenant, ou 30 morts, je ne sais pas, sur une population de 7 millions d'habitants, qui a la densité urbaine la plus élevée au monde, où un habitant sur deux vit au-dessus du 16e étage. C'est-à-dire que, par définition, la population ne peut pas respecter la distanciation sociale parce que vous êtes dans l'ascenseur avec d'autres personnes. Quand vous vivez au-dessus du 16e étage, vous n'allez pas prendre l'ascenseur tout seul. Ça n'existe pas. Donc, et moi, ce qui me frappe, la grande leçon, la première leçon de ces crises, c'est l'intérêt collectif, c'est la primauté de l'intérêt collectif par rapport à l'intérêt individuel. Et ça, c'est quelque chose. Donc, c'est ce que j'écris dans mon livre. La France est le pays des droits de l'homme. La Chine est le pays des devoirs de l'homme. Et le problème que nous avons, c'est que nous avons deux systèmes qui sont à deux extrêmes. C'est-à-dire qu'en France, très schématiquement, il n'y a plus que des droits, il n'y a aucun devoir. Et en Chine, il n'y a que des devoirs et vous n'avez aucun droit. Et tout l'enjeu de ce 21e siècle, c'est de réinstaurer dans notre civilisation occidentale la notion de devoir, et notamment la notion de devoir collectif, autour d'un objectif collectif qui nous unit, qui nous fédère. Ça, c'est le côté occidental, y compris français. Et puis, du côté chinois, il faut introduire des droits. Et c'est ce qui se fait non seulement par la loi. L'introduction de la loi, la Chine devient de plus en plus un état de loi, même si ça n'est pas un état de droit. Mais c'est surtout ce que j'appelle dans mon livre la cybercratie. La Chine est, à mon sens, le premier modèle où Internet a créé une opinion publique. Il y a quelque chose qu'on a beaucoup, enfin certainement moi j'ai beaucoup de mal à appréhender, c'est que le plus grand changement sans doute sociétal en Chine dans les 15 dernières années, c'est pour la première fois l'apparition d'une opinion publique. C'est-à-dire que moi, quand je suis né en France, j'ai toujours été entouré d'une opinion publique. En Chine, il n'y avait pas d'opinion publique. Et c'est WeChat qui l'a créé. Et c'est pour ça que le plus grand démocrate du monde aujourd'hui, c'est WeChat. Parce que c'est WeChat qui, tous les matins, met la pression sur le gouvernement sur tout ce qui ne va pas. Et donc, c'est pour ça que la Chine est la seule démocrature. C'est que c'est vraiment un mélange de démocratie et de dictature. Le côté dictatorial, on le voit très bien à travers la personnalité de Xi Jinping, mais en général, ce qu'on n'appréhende pas en Occident, c'est le côté démocratique, qui est la pression par les réseaux sociaux. En France, il n'y a aucune pression par les réseaux sociaux. Prenons un exemple très concret, si M. Macron avait demandé à Google et Facebook, au président en France de Google et Facebook, qu'est-ce que les Français pensent d'une limitation de vitesse à 80 km/h, il n'aurait pas fait cette réforme, il n'aurait pas pris cette mesure complètement stupide qui a mis le feu aux poudres aux gilets jaunes. C'est pour ça que vous n'avez pas de gilets jaunes en Chine. Vous n'avez pas de gilets jaunes en Chine parce qu'il y a un côté répressif, mais parce qu'il y a également une analyse, une remontée par les réseaux sociaux de tout ce qui ne va pas. C'est pour ça qu'il y a eu une COP21. C'est pour ça qu'en 2015, la Chine a fait un demi-tour sur l'environnement en disant on voit bien sur les réseaux sociaux que c'est la première plainte de la population, c'est explosif. Et bien maintenant qu'on est sorti de la grande crise financière, on n'a plus le choix et on va rajouter un coût écologique, un coût environnemental à notre économie. Et donc c'est pour ça que nous regardons, vous avez tout un tas d'occidentaux brillantissimes, de grands professeurs, de grands politologues qui vont dire de toute façon, ça fait 40 ans qu'on dit que la Chine va imploser, et c'est tout notre problème, c'est que ça n'est pas une dictature. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les dictatures, ça ne survit pas. Vous avez Moubarak, vous voyez, le printemps arabe, Moubarak a tenu 3 semaines. Moubarak avait 50 milliards de dollars dans des banques suisses, même avec 50 milliards de dollars à titre personnel, vous ne pouvez pas résister. Et au bout de 3 semaines, vous coupez Twitter,
vous sautez au bout de 3 semaines. Et le génie de Xi Jinping a été de dire, maintenant, le gouvernement précédent de Juntao et Wen Jiabao a commis cette énorme erreur de laisser les réseaux sociaux se développer. Je ne peux plus les arrêter, donc je vais les retourner en ma faveur. Ils vont être pour moi, dans un pays où toute ma hiérarchie me ment à essayer de cacher les problèmes, je vais demander à WeChat de me faire une analyse très détaillée de tout ce qui ne va pas. Et c'est comme ça que je vais réformer mon pays. D'accord, très bien. Et c'est pour ça que cette démocrature chinoise, à mon sens, elle va durer très longtemps parce que elle permet à la société chinoise d'exercer, alors c'est pas du tout comme chez nous, mais de retrouver une espèce de droit collectif. Et vous, parce que vous pensez vraiment que donc, les réseaux sociaux ont évolué à ce point-là? Parce que j'avoue que étant à Hong Kong et à Taïwan depuis quelques années, j'ai un petit peu perdu le contact de la Chine continentale sur certains aspects. Mais moi, j'ai connu des réseaux sociaux chinois qui étaient quand même assez cadenassés. Quand je dis réseaux sociaux, ça va même jusqu'au forum ou les anciennes formes que ça pouvait prendre. On avait quand même tout ce qu'on appelait les Wumadang, je crois que c'est le gang des 5 centimes. Il y avait des armées de Chinois payés par le gouvernement qui étaient là pour mettre des postes qui allaient dans la lignée du message du gouvernement. Il y avait quand même beaucoup de censure. Donc, bien évidemment, on dit qu'il y a entre 50 000 et 100 000 personnes en Chine qui travaillent justement là-dessus, à faire le ménage. Donc, si demain vous postez sur WeChat que Monsieur Xi Jinping est un sale dictateur et qu'il faut le renverser, ça, effectivement, ça va pas marcher. Mais si vous dénoncez une mauvaise pratique, une malversation qui va dans le sens de l'intérêt du pays, c'est ça qui est important. Et l'environnement, c'est vous allez le voir avec le 14e plan qui va être annoncé au mois de mars. La Chine a décidé de faire de l'environnement un avantage compétitif par rapport au reste. Donc, elle passe d'un extrême à l'autre. Vous savez, on dit que la Chine, c'est l'empire du milieu. C'est totalement faux. C'est l'empire des extrêmes. Donc, vous avez passé du pays qui a le plus pollué dans les 30 dernières années à celui qui tourne l'environnement en un avantage compétitif. Je vous donne un exemple. La génération d'énergie, les énergies renouvelables, solaire et éolien, qui aujourd'hui représentent 10% du mix, en 2060 seront 60%. Aujourd'hui, le charbon est 60%, il va descendre à 10%. Pour faire ça, la Chine va multiplier sa capacité de solaire par un facteur de 20 fois. C'est un pari absolument démentiel. Nous avons dit en Occident que le solaire, ça ne marchait pas. On a dit ça il y a 10-15 ans. Au cours des 10 dernières années, les coûts de l'énergie solaire ont diminué de 90%. C'est aujourd'hui la génération d'énergie la moins chère au monde. Les Chinois contrôlent vous prenez la chaîne de valeur, entre 75 et 90% de la chaîne de valeur. Ils ont laminé le monde occidental en finançant pendant 10 années des sociétés à perte, en disant nous avons étudié la question et c'est, en prenant un horizon 40 à 50 ans, l'énergie la moins chère au monde. Et aujourd'hui, la Chine fait un pari démentiel. Donc, si la Chine se plante, ils vont vraiment aller dans le mur. Mais s'ils gagnent, eh bien, en 2060, nos petits-enfants ne diront plus c'est quoi ma facture d'électricité, mais ils diront c'est quoi ma facture de salaire. Et c'est là où vous voyez, vous revenez aux 3 ingrédients de Deng Xiaoping, l'homme qui, à partir de 1980, a véritablement remis la Chine sur les rails: vision, détermination et courage. Et vous avez une vision à 40 ans, vous avez une détermination en disant pendant 10 ans, il y aura des pertes, mais je les finance parce que je sais que je vais avoir raison. Et vous avez le courage de prendre des décisions. Et c'est la grande leçon de Lee Kuan Yew, l'homme qui a fait Singapour, qui dit dans un de ses dernières interviews, quand il a plus de 90 ans, par un professeur du MIT et d'Harvard, il lui demande mais c'est quoi finalement ce qui a motivé, c'est quoi ce qui a drivé votre processus de décision? Et il dit mais c'est très simple. C'est chaque fois que vous hésitez entre 2 alternatives sur un sujet, vous choisissez la solution la plus douloureuse. Parce que c'est celle que les autres ne prendront pas, et donc ce sera la meilleure. Et donc ça s'appelle le courage. Et c'est justement ce qui nous manque en Occident, c'est que vous voyez bien que, notamment dans la sphère politique, si je vous demande si je vous demande de me citer le dernier exemple
d'énorme courage démontré par un homme politique en Occident, je suppose que vous avez un peu de mal à répondre à ma question. C'est fort possible. Ouais. Et courage au niveau Du des coup, il n'y a pas que vous qui décisionnaires. posez des questions, moi aussi je pose des questions. Oui, Ça s'inverse. c'est ça qui est passionnant de regarder la Chine, c'est que tous les matins, vous vous posez des questions parce que vous avez un système qui est incompréhensible pour nous. Chaque fois que je regarde de manière objective un domaine, je vois que j'ai une donnée, parce que c'est ça ma DNA d'investisseur, j'ai une donnée qui me dit qu'ils sont en faillite, et puis j'ai une donnée qui me dit qu'ils vont devenir numéro 1 mondial. Et c'est ça qu'il faut que j'arrive à réconcilier. Donc il faut être ouvert d'esprit. D'accord. Justement, ouais, c'est vrai que moi j'étais choqué par il y a quoi, il y a une dizaine d'années dans les médias, déjà, on annonçait la fin de la Chine. Tous les experts étaient là à dire, de manière hyper construite, ils analysaient le système financier, la société chinoise, Mais l'économie. encore aujourd'hui, j'étais à une conférence Bah oui, mais la Krugman, question c'est que prix Nobel d'économie, a encore dit que la Chine allait dans le mur, mais il ne savait pas quand. oui, non, mais donc c'est C'est un assez prix Nobel. extraordinaire parce C'est un prix Nobel, il est brillantissime. Il a un QI qui est. Donc ça ne vous empêche pas d'affirmer des choses. Il faudrait mieux avoir quelques éléments qui permettent un peu de justifier vos propos. Oui, tout à fait. Ouais. Et justement, j'ai trouvé que dans votre livre, donc dans Paris-Pékin Express, que vous êtes assez positif sur la Chine. Donc la Chine, elle est quand même très critiquée dans les médias en Occident. Est-ce que c'est le fait de bien connaître la Chine qui vous amène à être positif? Est-ce que c'est les médias en Occident qui, à l'inverse, ont une certaine méconnaissance de la Chine et qui les amènent à être trop négatifs? Comment est-ce que vous voyez ça? La raison pour laquelle je suis positif, c'est pas quand je regarde les choses de manière statique. Parce que chaque fois que je fais une analyse de la Chine de manière statique, je vois des déséquilibres monstrueux dont je me dis en bon occidental, mais comment, prenons l'exemple de l'environnement, vous avez l'eau, les nappes phréatiques, il vous faut 40 à 60 ans vous avez plus à peu près la moitié des sols qui sont pollués, il vous faut 40 à 60 ans pour reconstituer des nappes phréatiques saines. Eh bien, moi, en bon occidental, j'ai dit, mais comment vont-ils faire? C'est impossible. Donc, ils vont piquer l'eau du Tibet, c'est pour ça que les Tibets aussi, ils vont piquer toute l'eau à l'Inde, et il va y avoir un conflit. Le conflit du XXIe siècle, ça va être celui, on s'est battu pour le pétrole au XXe siècle, on va se battre pour l'eau au XXIe siècle. Donc, je dis, mais c'est là où, si je suis prix Nobel d'économie, que je regarde les choses telles qu'elles sont, je dis, mais ce pays va dans le mur. Et puis, le biais d'un investisseur, c'est de regarder les choses en dynamique. Et ce qui me frappe depuis 40 ans, pourquoi depuis 40 ans la Chine nous a surpris, c'est que tous les 10 ans, elle va dans le mur, et tous les 10 ans, elle se réinvente. Et c'est ça vous voyez bien que Deng Xiaoping arrive en 1980, le pays a été retourné au Moyen-Âge à cause de Mao. Il a introduit la propriété individuelle, l'initiative individuelle. En 1989, il y a Tiananmen. Nous, on dit, c'est parce que tu n'as pas la démocratie. Et il lui dit, il analyse très bien en disant, c'est juste comme toujours les révoltes populaires, c'est l'inflation alimentaire de l'an dernier, donc les réformes ont été trop rapides, donc on calme un peu les réformes. En 92, il va à Shenzhen en disant, en fait, il faut réaccélérer les réformes. Comme on n'a pas de capital, on n'y arrivera jamais. Il faut que j'attire le capital étranger. Il ouvre la Chine au capital étranger en se faisant insulter par tout le reste du Parti communiste qui lui dit, tu vends notre sol aux étrangers, c'est scandaleux. Puis en 97, vous avez la crise asiatique. Tout l'Occident retire de Corée et de Thaïlande en 3 semaines tous ses capitaux. Donc la Chine dit, nous ne pouvons pas dépendre d'Occidentaux qui retirent leur capital en l'espace de 3 semaines. Donc il faut qu'on crée notre capital. Et c'est l'entrée dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, en 2001, où je vous rappelle que les États-Unis ne posent aucune condition à l'entrée de la Chine en disant nous allons envahir la Chine avec nos produits américains, parce qu'ils sont tellement mauvais qu'ils sont incapables de produire quoi que ce soit. Puis vous voyez ce qui s'est passé, c'est exactement l'inverse. La Chine devient l'atelier du monde. Et puis il y a la crise de 2008, où ils s'aperçoivent qu'ils n'ont fait que financer les achats d'un consommateur américain qui vivait au-dessus de ses moyens et qui n'a plus le droit de rembourser. Et ils disent là, on arrête, il faut qu'on développe maintenant notre consommation intérieure. Et donc, vous voyez, pourquoi je suis positif, c'est pas du tout parce que ce que je vois me plaît, mais c'est parce que je devine
une capacité de remettre en cause et à se réinventer qui est absolument phénoménale. Et si vous l'appliquez au schéma d'aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez un cycle qui se ferme, parce que ce pangolin, il a un message. La Chine avait, si vous regardez les 10 dernières années, il y a eu 3 vecteurs de croissance qui sont la poursuite de l'endettement, 2 fois plus rapide que chez nous. La Chine a ajouté 100 points de PNB en dette, alors que nous, on a ajouté que 50. Deuxièmement, c'était l'accès à la technologie américaine de manière plus ou moins légale, et ça, c'est terminé. Et puis, troisièmement, c'était le smartphone qui a changé, il a changé nos vies, nous, d'occidentaux, mais en Chine, il a véritablement permis de faire le grand bond en avant. Le produit, le bien de consommation de électronique grand public, avec la plus grande adoption de toute l'histoire. Et à partir de 2018, le marché est pleinement pénétré et vous n'avez plus qu'un marché de remplacement. Donc aujourd'hui, la Chine doit se réinventer. Face à cette montée de l'endettement, elle doit inventer sa productivité, à la fois du capital et du travail. Face à la technologie américaine, elle doit inventer sa propre technologie. Et c'est là où nous, Européens, nous avons une carte fantastique à jouer, parce qu'il y a tout un tas de secteurs où la Chine, je pense, sans aide occidentale, n'y arrivera pas ou mettra beaucoup de temps à y arriver. Et puis, troisièmement, l'iPhone, le smartphone, qui était du B2C, doit être remplacé par l'Internet B2B à travers la révolution des données et de l'intelligence artificielle. Donc, si la Chine, dans les 10 prochaines années, arrive à améliorer sa productivité, du capital et du travail, arrive à développer sa propre technologie, notamment avec l'aide de la technologie européenne, et développe, après le B2C, le B2B, intelligence artificielle, révolution de la donnée, alors oui, dans ces cas-là, vous avez tout le droit d'être positif sur la Chine. D'accord. Et justement, pour rebondir sur le côté intelligence artificielle, je suis curieux de connaître votre analyse. J'ai lu par exemple le livre de Li Kai-Fu qui analyse un peu la situation comme avec 2 blocs américains et chinois qui investissent massivement sur le machine learning, sur l'intelligence artificielle et l'Europe qui semble un peu perdue à la traîne. Comment est-ce que vous voyez ça? Alors, je ne suis pas spécialiste du secteur, mais de ce que je vois, en fait, ça ne marche pas aujourd'hui. Donc, nous, occidentaux, on dit, vous voyez bien, ça va prendre beaucoup de temps et donc on n'est pas du tout en retard et tout se passe très bien. Moi, je fais l'analogie avec l'iPhone. L'iPhone est sorti en 2007 et il n'a vraiment décollé commercialement qu'en 2011-2012. Parce qu'il a fallu 4 à 5 ans pour développer les applications, l'écosystème qui nous a fait comprendre qu'un iPhone, ce n'était pas un téléphone, mais que c'était un espèce de super mini-ordinateur qui nous permettait de tout faire depuis notre main. Et là, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette révolution, et je vous invite à lire une note de Goldman, c'est pas moi qui ai l'idée, hein, il y a des gens beaucoup plus intelligents, les brillantissimes analyses de Goldman Sachs, qui disent qu'en fait, le début de l'intelligence artificielle, les investissements importants dans l'intelligence artificielle, ça a vraiment commencé en 2019-2020 et que donc c'est en 2023-2024 que ça va nous sauter au nez. Et vous prenez l'exemple très schématiquement, Tencent, la société Tencent chinoise, a annoncé un plan de 75 milliards de dollars sur 5 ans, donc 15 milliards de dollars par an pendant 5 ans sur l'intelligence artificielle. Et là encore, désolé, c'est moi qui pose la question, qui en Europe, quelle société en Europe nous a annoncé qu'elle déployait une telle force de frappe financière pour construire ce qui va être la révolution des 10 prochaines années? Poser des questions sans réponse, là, c'est pas facile comme jeu. Allez-y, c'est à vous de répondre. Non, je sais pas, je pense pas qu'il y en ait. Voilà, donc c'est pour ça pourquoi je suis positif, c'est que je dis, c'est ce que disait Bill Gates en 2000, vous surestimez complètement les 12 prochains mois, vous sous-estimez complètement les 12 prochaines années. Et je pense qu'aujourd'hui, on rêve à propos de l'intelligence artificielle pour les 12 prochains mois. L'exemple concret que vous avez, c'est la société Ant Group, donc c'est le bras financier
d'Alibaba, qui a fait beaucoup parler de lui parce que son IPO, son introduction en bourse a été arrêtée. Alibaba prétendait avoir une intelligence artificielle extraordinaire pour faire des prêts et vous connaître bien mieux que le reste de la planète, que n'importe quelle banque. C'est totalement faux à ce stade. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, ça ne marche pas, mais ça ne veut pas dire que d'ici 3-4 ans, ça ne va pas. Et si ça marche, je donne par contre un exemple concret où ça commence à marcher, qui est là dans la publicité. Vous connaissez TikTok, ce réseau social de ce qu'on appelle la vidéo court format. TikTok, par l'intelligence artificielle, a pu développer une publicité par ses algorithmes extrêmement ciblés. Et donc, en TikTok, en Chine, s'appelle Douyin. Douyin a pris au cours le holding ByteDance a pris 20%. 2-3 ans. Il y a une petite coupure. Ça, c'est quelque chose de phénoménal qui n'arrive jamais en Occident. Il y a un exemple concret qui dit que, et c'est pour ça que ce que vous allez voir, c'est qu'il y a des domaines où ça va marcher, il y a des domaines où ça ne va pas marcher. Et c'est tout l'enjeu pour moi, investisseur, d'essayer de comprendre où est-ce que ça marche et où est-ce que ça ne marche pas. Ce qui se dit sur l'AI aussi, c'est que la Chine, de ses grandes forces, c'est l'accès aux données, de par la masse de sa population, la part de la population qui est dans le digital, l'utilisation du mobile, etc. Et peut-être une régulation qui est plus souple, que ça, c'est vraiment un des avantages qu'ils peuvent avoir. Alors, ça, a priori, c'est une fausse idée. D'accord. Et c'est Cédric Villani qui me l'a expliqué, qui vous l'expliquera bien mieux que moi. Dans cette révolution des données, il faut, tel qu'on me l'a expliqué, faire la différence entre ce qu'on appelle les données structurées et les données non structurées. Cédric Villani, qui est quelqu'un de brillantissime, dit ça fait 20 ans que je suis un peu Monsieur Jourdain, je fais du sans le savoir. Ça fait 20 ans que je travaille sur les corrélations et j'ai déjà beaucoup, beaucoup de mal sur les données structurées, qui sont les données qu'on a en Occident, à sortir des modèles qui soient efficaces. Mais alors, si en plus vous m'offrez des données non structurées, là, je vous garantis que je vais construire une usine à gaz qui ne débouche sur rien. Et là encore, je donne un exemple concret. Vous prenez la société Lufax, qui vient de faire son entrée en bourse à New York, société chinoise qui est la filiale FinTech du grand groupe d'assurance Ping An. Ils vous disent qu'ils ont des données non financières sur 450 millions de Chinois, qu'ils ont des données financières sur 40 millions de Chinois, et que quand ils font leur décision de vous prêter ou pas, quand ils prennent cette décision, ils reconnaissent, de par le backtracking de leur décision, que le bien fondé de la décision vient à 93% des données financières et seulement à 7% des données non financières, non structurées. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est ça qui me fait dire qu'aujourd'hui, ça ne marche pas, mais ça ne veut pas dire que demain, ça ne va pas marcher. Mais aujourd'hui, l'argument de dire vous pouvez avoir des données à travers tous les silos, et bien en fait, c'est plus contre-productif à ce stade que de travailler que sur des données structurées parce qu'elles sont déjà énormes. D'accord. Et sur la tech plus en général, donc dans votre livre, vous parlez des géants comme Huawei, Tencent. Vous parlez aussi de belles réussites chinoises, comme on a des marques comme DJI, Xiaomi, qui commencent vraiment à éclore. Est-ce que vous voyez d'autres tendances importantes qui se dégagent dans la tech en Chine ? Moi, ce qui me frappe, c'est quand on essaye d'analyser un peu la situation, si c'est un segment, il faut être un peu granulaire dans l'analyse. Si vous êtes dans une technologie peu évolutive, et donc où les économies d'échelle vont être extrêmement importantes, la Chine va vous laminer. Exemple, le TGV. Vous allez voir que Alstom va sortir un TGV, je crois, en 2022 ou 2023. D'après les propos même du président d'Alstom, c'est le premier grand changement dans le TGV depuis l'invention du TGV au début des années 80. Donc, c'est une industrie qui n'a rien fait, j'exagère un peu, mais enfin, qui a été très, très peu évoluée en l'espace de 40 ans. Donc là, les Chinois sont arrivés, ils construisent en une année tout notre réseau ferroviaire de TGV et
ils ont une structure de coût qui est très inférieure. Donc là, on est mort. On va l'être surtout quand on empêche Siemens et Alstom de fusionner. Là, on sait qu'il va y avoir un problème à un moment de positionnement de l'Europe. L'autre extrême, c'est chaque fois que vous avez une chaîne de valeur extrêmement compliquée qui fait que personne ne contrôle toute la chaîne de valeur et que ce segment est en fait un écosystème. Exemple typique, les semi-conducteurs, l'aéronautique, où le donneur d'ordre en fait dépend de toute une chaîne de valeur, de toute une supply chain, chaîne de fournisseurs. Et là, vous avez besoin d'un travail collaboratif et vous avez besoin de la confiance. C'est ce qu'a fait la fortune de Dassault Systèmes, de créer un logiciel qui vous permet d'avoir un espace collaboratif sécurisé. Et de par l'absence de confiance en Chine, parce que n'oubliez pas que si vous n'avez pas confiance dans les Chinois ne se font absolument pas confiance entre eux. Tout à fait, ouais. Donc ça fait 20 ans que les Chinois mettent ils en sont à 150 milliards dans les semi-conducteurs et ils sont toujours nulle part. Parce qu'en plus, les semi-conducteurs sont extrêmement évolutifs. TSMC, c'est 1200 étapes pour fabriquer un semi-conducteur. TSMC, donc l'entreprise taïwanaise leader du domaine. Oui. Absolument. Donc, avec une technologie aussi évolutive, la Chine a toujours, 20 ans plus tard, la Chine a toujours 20 ans de retard. Donc, on est occidentaux, on n'est absolument pas foutus. Ce qu'on peut plus faire, c'est on peut plus s'endormir. On peut plus dire, le business model de la pharmacie qui dit j'ai trouvé un produit et je veux une licence pendant 20 ans, ça marche plus. Ça marche pas. Oui, tout à fait. Ouais. On parle peut-être assez peu de l'importance de TSMC et de l'industrie des semi-conducteurs dans la relation sino-américaine et Taïwan en particulier. Quoi. Mais si vous êtes dans la technologie, vous êtes actif dans le hardware, l'événement majeur de l'année 2020, c'est pas le pangolin. Covid, on a trouvé un vaccin, c'est terminé. Là, dans 6 mois, et puis s'il y a un autre truc qui revient, on sait maintenant qu'on peut faire des vaccins. C'est extraordinaire, on sait qu'on peut faire des vaccins en 6 mois, au lieu avant, on nous disait qu'il y avait pour 3-4 ans. Donc, l'humanité a progressé dans cette année 2020 de manière fantastique. Non, l'élément absolument majeur, c'est ce qui s'est passé cet été, quand la société Intel américaine a dit « Je suis incapable de faire du 5 nanomillimètres cette année, je serai incapable de faire du 3 nano d'ici 2-3 ans, donc en fait, j'outsource tout à TSMC. » Et aujourd'hui, Intel vaut 200 milliards de dollars en bourse et TSMC vaut 500 milliards de dollars. Son cours de bourse a doublé cette année. En disant, on voit bien que dans la fabrication des semi-conducteurs, qui est au moins 50% de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, le leadership de la tech de très très haut niveau est passé des États-Unis à l'Asie et plus particulièrement à Taïwan. C'est pour ça que Taïwan devient absolument stratégique pour la Chine, pas seulement sur le plan politique, mais surtout sur le plan économique, parce que les 10 prochaines années, cette décennie ou les 2 prochaines décennies sont des décennies de semi-conducteurs, et que celui qui contrôle Taïwan contrôle TSMC, et celui qui contrôle TSMC contrôle 50% de la chaîne de valeur. Donc la roue tourne même dans le plus haut qualitatif de la technologie mondiale. Je change de sujet. Il y a un concept que vous développez que j'ai trouvé intéressant dans votre livre, c'est le concept de frugalité en Chine. Donc c'est quand on a vécu en Chine, c'est quelque chose qui est assez frappant. C'est aussi peut-être ce qui leur a permis de faire du made in China cheap par le passé. Est-ce que c'est un concept que vous voulez un peu développer, ça? C'est le concept qui va réformer les industries dans... L'intelligence artificielle, ça vous permet quoi? Ça vous permet de cibler, je peux vous cibler, je peux savoir qui vous êtes, ce que vous voulez. Donc, on va découvrir
En fait, ce qu'on va découvrir grâce à l'intelligence artificielle, ça va vous paraître un peu bizarre, mais c'est le client. Nous avons en Occident oublié le client. Et le but de cette révolution digitale, c'est de redécouvrir le client. Pourquoi je dis ça? C'est parce que si vous réfléchissez les 10-15 dernières années, il n'y a que 3 industries qui ont été véritablement... Excusez-moi, ça coupe un peu. À travers Facebook, Google, Tencent. Le commerce, à travers l'e-commerce, Amazon, Alibaba. Et troisièmement, c'est le tourisme, à travers Expedia, Booking et Ctrip. Ce sont 3 secteurs où les 3 plus gros acteurs digitaux, nouveaux entrants, ont des capitalisations boursières supérieures aux 3 plus gros, ce qu'on appelle incumbents, les 3 plus gros acteurs historiques. Donc les nouveaux entrants valent plus que les acteurs historiques. Là, on peut dire oui, il y a une disruption, là, il y a une révolution. À l'inverse, tous les autres secteurs, malgré tout ce que vous lisez, ça a à peine comme la finance, la banque, l'assurance. Vous n'avez jamais été client d'une banque, ça n'existe pas. Vous n'avez jamais été vous n'avez jamais été traité comme un client. Je me suis maltraité par des banques, ça c'est vrai. Mais vous n'êtes pas client, c'est la banque qui est client. Vous vous mettez à genoux pour essayer d'avoir un prêt. La santé, vous voyez bien que la Chine dépense 5% de son PNB et arrive à résoudre un problème de Covid que nous, en Occident, qui dépensons 10% de PNB dans la santé, les Américains 18%, sont incapables de résoudre. Chaque fois que vous êtes dans l'hôpital, vous avez été patient. Et vous avez dû être très, très patient parce que vous avez sans doute attendu une journée avant d'être traité. Prenez l'exemple de l'éducation. L'éducation, vous n'avez jamais été en position de virer votre prof parce qu'il était mauvais. Ça ne vous est jamais arrivé. Vous n'avez jamais été client. L'alimentation. L'alimentation, prenez l'exemple de la France, vous avez, les sondages indiquent qu'un ménage français qui va dans un hypermarché pense pour les 2 tiers qu'ils vont mettre leur santé à risque compte tenu des achats alimentaires qu'ils vont faire. Les marques alimentaires ont totalement oublié le client dans les 20-30 dernières années, de par la déflation alimentaire. On leur a demandé de faire du value for money. Et donc, c'est comme ça qu'on a fini avec de la viande de cheval qui était présentée comme de la viande de bœuf. Le modèle frugal, c'est quoi? C'est l'inverse. Ça n'est pas de faire du value for money, c'est de faire du money for value. Le modèle frugal à la chinoise, c'est le modèle freemium. C'est celui qui fait que je vais développer un produit ou un service qu'initialement, je vais vous offrir gratuitement de manière à en comprendre l'utilisation que vous en faites et la valeur ajoutée perçue. Et c'est ça qui va me permettre d'ensuite vous facturer très cher, parce que je sais exactement ce que vous valorisez dans mon produit et je ne vais développer que les aspects que vous valorisez. C'est pour ça que je vais avoir une base de coûts à terme très basse, pour laquelle je suis systématiquement payé, donc je vais avoir une marge brute très importante et je vais pouvoir construire à terme un oligopole comme ont réussi à le faire des gens comme Alibaba ou Tencent. Donc c'est ça le modèle gagnant chinois. D'accord, donc c'est quoi? C'est de partir quelque part d'un produit minimum qu'on peut se permettre de mettre en mode freemium et de l'améliorer au fur et à mesure. Il y a cette idée-là? Je vais peut-être donner un exemple concret pour je vais donner un exemple concret. Est-ce que vous avez par hasard une machine à laver le linge chez vous? Oui. Elle a combien de boutons? Trop. 3, a priori. Et chacun doit vous donner à peu près 10 choix. Donc 10 fois 10 fois 10, vous avez le choix entre 1000 programmes. Et je pense que vous n'utilisez qu'un programme dans votre vie, peut-être 2. Et vous avez peut-être couleur et peut-être blanc, peut-être 40 degrés et 90 degrés. Et c'est ce qu'a fait la société Haier. La société Haier est maintenant numéro 1 mondial, après avoir compris que dans les campagnes chinoises, ce qu'il fallait, c'est à la fois laver le linge et laver les pommes de terre. Et donc, vous n'aviez pas besoin de 1000 programmes, vous avez besoin d'un programme qui répondait aux 2 véritables besoins de
de la population rurale des Chinois. Mhm. Je me faisais la réflexion il y a une semaine sur les machines à laver, donc je vous rejoins tout à fait. Et nous, on continue à vendre, donc d'avoir des prix de revient beaucoup trop chers, beaucoup trop élevés, parce que vous m'offrez un service qui, pour moi, a zéro valeur. Donc, je ne suis pas prêt à payer. Et le problème, c'est que moi, occidental, j'ai été élevé, j'ai été formaté à ne jamais remettre en cause tous ces boutons. Vous rentrez dans une voiture, vous avez tout un. Et pensez à tous les objets que vous achetez, tous les services que vous recevez, et voyez à quel point une très très large partie de l'offre qui vous est faite, pour vous, a zéro valeur. Est-ce que c'est pas la surenchère du marketing, de toujours devoir lancer de nouveaux Non, produits tous les ans c'est l'absence de l'intelligence artificielle. C'est que vous ne me connaissez pas comme client. Mhm. Et donc là, ce que nous allons pouvoir faire, c'est que nous allons pouvoir réinventer les trois éléments d'une entreprise. La R&D, c'est-à-dire que nous allons pouvoir dessiner de nouveaux produits qui sont exactement en rapport avec votre demande. Nous allons pouvoir, donc c'est ce que j'appelle la désagrégation, c'est la révolution 3D. Vous allez désagréger les chaînes de valeur de manière à bien comprendre qu'est-ce qui a de la valeur pour moi et dessiner un produit ou un service qui ne répond qu'à ce besoin. Deuxièmement, le deuxième D, c'est que vous allez dématérialiser la production. Vous allez remplacer le hardware par le software. Donc, le meilleur exemple que vous avez en Chine, c'est la monnaie qui a disparu, qui est remplacée par le paiement par téléphone portable, donc Alipay et WePay. Donc, vous ne payez plus un taxi avec de la monnaie. Vous n'avez plus besoin d'une succursale bancaire, c'est terminé. Et puis, vous n'avez plus besoin d'un ATM pour aller retirer des billets. Et puis, troisièmement, le troisième D, vous allez désintermédiser la distribution. Et donc, vous allez inventer le direct to consumer. Vous allez directement au consommateur de par Internet, de par les réseaux sociaux qui vont inventer le commerce social. Et vous allez contourner tous les intermédiaires, tous les grossistes qui, en réalité, n'ont aucune valeur ajoutée. Mhm. Donc, c'est ça la révolution. C'est ça le modèle frugal. Et c'est comme ça que vous pouvez passer de 700 millions de consommateurs privilégiés occidentaux à 7 milliards de gens. Parce que les Occidentaux ont $3 000 US par mois et les pays où on va aller vont très rapidement, vous allez tomber sur des gens qui ont 500, 700, $1 000 US par mois. Donc, vous devez diviser votre base de coûts par un facteur de 1 à 3, 1 à 5. Et ce n'est pas en licenciant 10% de votre personnel que vous y arrivez. Ce n'est pas ça, le sujet. Le sujet, c'est de réinventer la recherche et développement, la production et la vente. Mhm. D'accord. Ça nous amène à un autre point que vous faites dans votre livre sur l'aspect inventeur versus innovateur. Je crois que vous donnez l'exemple du moteur à explosion et comment, par exemple, ce n'est pas forcément l'inventeur d'un nouveau concept qui va être récompensé, mais l'innovateur qui va savoir l'appliquer et rendre cette innovation utile. Vous poussez la comparaison jusqu'à une comparaison entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, la France étant peut-être plus du côté fondamental et la Chine étant plus appliquée. Est-ce que c'est un thème que vous voulez développer un petit peu? Mais les révolutions sont très ingrates. Il est très très rare dans l'histoire que les révolutionnaires aient le pouvoir après la Révolution. La Révolution française, c'est Napoléon qui a le pouvoir après. Ce ne sont pas les révolutionnaires. Et c'est exactement la même chose dans le business, c'est-à-dire qu'il est très rare d'avoir un génial inventeur disrupteur qui soit en même temps un grand industriel et qui sache développer commercialement son idée. Donc l'exemple de la voiture, effectivement, personne ne se souvient de l'Allemand qui a inventé le moteur automobile parce que au Scrabble, son nom vous fera gagner beaucoup de points, mais par contre, tout le monde se souvient que la Ford T, Monsieur Ford, a inventé la voiture de masse. Et c'est ça. Et c'est ça le génie chinois, de dire finalement, la recherche fondamentale, c'est très bien, mais c'est un coût. Ça ne permet pas de gagner de l'argent. En revanche, la recherche appliquée est là où on gagne tout l'argent. Donc, tout le génie chinois, ça a été de sucer la recherche fondamentale occidentale sans la payer
et de se concentrer sur la recherche appliquée. C'est là où il faut qu'on réagisse en disant notre recherche fondamentale, qui est quand même à l'origine de tout, il faut qu'on apprenne à la facturer, parce qu'autrement, on va continuer à se faire avoir. D'accord, très bien. On va peut-être commencer à se diriger vers la conclusion, mais je voudrais revenir un peu sur un aspect qu'on a évoqué au début. C'est comment vous faites pour comprendre la Chine. Enfin, vous avez dit texto, je crois, on ne comprend pas la Chine. Donc là-dessus, je suis assez d'accord avec vous. C'est un long process d'essayer de comprendre la Chine. Mais est-ce que vous parlez chinois? Quelles sont vos sources d'informations? Comment comprendre la Chine en étant depuis Hong Kong, qui est quand même un écosystème très très particulier? Vous pouvez nous expliquer un peu vos méthodes? Alors, j'ai un énorme désavantage, c'est que je ne parle pas chinois. Et la raison est une très mauvaise raison, c'est que c'est 12 000 heures pour le parler de manière correcte et que j'ai décidé d'allouer initialement ces 12 000 heures à rencontrer des gens qui certes allaient être biaisés parce qu'ils parlaient anglais ou ils parlaient français, qui essaient d'avoir une vue biaisée, mais qu'elle aime tout simplement ma courbe d'apprentissage serait beaucoup plus rapide. Comment fonctionner le système chinois, par définition, est un système très opaque, puisque les Chinois savent que c'est un avantage, la connaissance est un avantage compétitif. Donc, ils s'efforcent de faire en sorte que nous ayons le moins de connaissances possible sur ce qui se passe réellement en Chine. Donc, la seule méthodologie que vous pouvez adopter, c'est celle de la multiplicité des sources. Et donc, il faut accepter d'avoir des informations qui viennent d'horizons très différents. Il faut accepter toutes les informations qui ne vous font pas plaisir, qui ne vont pas dans le sens de votre conviction du moment. Et donc, concrètement, il y a quand même énormément de blogs. C'est ça quand même ce qui est absolument génial avec Internet, c'est que vous avez dans donc, ce qu'on appelle les verticales, donc dans des domaines précis qui vous intéressent, vous avez de très grands experts qui aujourd'hui mettent leurs connaissances à disposition gratuitement par des articles où ils expliquent leurs pensées. Et donc, donc ça, c'est le premier conseil que je donne, c'est inscrivez-vous à tous ces blogs, c'est gratuit. Et vous voulez en citer deux, trois, dont je pourrais mettre les liens éventuellement? Je ne veux pas faire de la pub pour un tel ou un tel, parce que le problème, c'est que justement, je ne peux pas vous dire prenez ces 3 blogs et ce sera bon. C'est qu'aujourd'hui, moi, si une de mes sources, une fois par an, me donne une information vraiment valable, à très forte valeur ajoutée, je suis vraiment ravi. Et du coup, j'accepte quand même toutes les semaines de la lire. Mais je ne peux pas vous dire, malheureusement, et c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Deuxièmement, parler aux gens. Donc, quand vous dites à Hong Kong, bien évidemment, Hong Kong est sans doute la région la plus anti-chinoise au monde aujourd'hui. Donc, vous savez très bien que les gens sont biaisés. Mais il n'empêche que, si vous gardez ça en tête, vous avez quand même, alors actuellement, on ne peut plus voyager, mais on va revoyager en Chine continentale. Vous avez en permanence des gens qui reviennent de Chine continentale et qui vous partagent avec vous ce qu'ils ont vécu, ne serait-ce que parce qu'ils souhaiteraient également avoir mon opinion pour savoir, eux-mêmes me disent c'est mon ressenti, est-ce que ce que je vous dis a du sens ou pas compte tenu de ce que vous observez par ailleurs. Et le troisième, sans doute le troisième axe de méthodologie que je recommanderais, c'est que il faut vraiment travailler, en anglais on dit cross silos. Donc, il faut partir du principe qu'il faut se méfier des gens qui prétendent être experts et être compétents. Et là où donc moi, je suis absolument pas expert de la Chine, moi, je suis un apprenant de la Chine. Là où je progresse le plus, c'est parce que c'est mon passé d'investisseur, c'est quand j'observe ce qui se passe dans un secteur et que j'essaie de comprendre comment cette tendance va affecter un autre secteur. D'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous je pense que le choix pragmatique de ne pas avoir appris le chinois est juste parce que vous auriez pas ça prend tellement de temps, comme vous le dites, que vous n'auriez pas eu le temps de devenir expert sur la Chine ou de connaître la Chine en même temps et de faire votre travail. Donc, d'un côté pragmatique, ça fait sens. Et je suis admiratif des gens comme vous qui ont une telle
j'allais dire expertise, là, vous dire que vous n'êtes pas expert de la Chine, mais bon, vous en connaissez beaucoup en tout cas. Je suis admiratif. À la fois, je peux pas, je vais vous titiller un peu, mais je peux pas m'empêcher de penser à un Chinois qui écrirait des livres sur la France sans parler français. Et pour vous donner aussi mon expérience personnelle, moi je parle chinois, mais même si je connais beaucoup moins sur la Chine que vous, mais j'ai beaucoup appris sur la Chine dans la vie quotidienne. C'est les petits détails du quotidien. Enfin déjà pour comprendre la culture chinoise, la langue chinoise, et ça fait vraiment partie forcément, c'est une partie énorme de la culture. Et après c'est tous les petits détails du quotidien, c'est de lire les publicités, c'est d'entendre une conversation dans l'ascenseur. Donc c'est aussi comme ça qu'on se nourrit et qu'on comprend la Chine quelque part. Donc la question que je vais vous poser, c'est est-ce qu'il y a pas des choses à côté desquelles vous passez à cause de ce choix qui est pragmatique, mais qui forcément vous oblige voilà, il y a un grand manquement dans votre perception du pays par la force des choses. Mais bien évidemment, ça, je n'ai pas de contre-argument. Ce que je voudrais juste, c'est, si vous voulez, la plus grande satisfaction que j'ai eue lorsque mon livre Paris-Pékin Express est sorti en 2017, c'était prendre un énorme risque, précisément pour les raisons que vous mentionnez. Je n'ai aucune crédibilité, je ne suis pas sinologue, je ne suis pas macroéconomiste, je ne suis pas microéconomiste, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas politologue, pardon. Et pourtant, j'ai pris le risque d'écrire ce livre sur la Chine qui ne dit, à mon sens, pas ce qu'on lit en général dans les livres occidentaux sur la Chine. Et j'ai pris le risque de me faire démonter précisément par tous les arguments que vous mentionnez. Et ce qui a été pour moi une immense satisfaction, c'est, j'étais très nerveux à l'époque, mais d'avoir le feedback d'Occidentaux qui sont en Chine depuis 20-25 ans et qui m'ont dit « j'ai appris des choses en lisant ton livre », et des feedbacks de Chinois, d'amis chinois qui m'ont dit « mais c'est étonnant comme… » toi, étranger, tu as vu des choses, que tu as compris des choses que je n'avais pas réussi à formuler à propos de mon pays. Et un de mes amis chinois m'a cité, il y a un proverbe chinois qui dit « c'est de loin qu'on voit la montagne ». Et il m'a dit « c'est précisément parce que tu es à Hong Kong, c'est précisément parce que tu es arrivé avec un bagage culturel européen, que tu as pu regarder cette espèce d'immense montagne qui est un continent, et que tu as pu la regarder. Alors, pas de manière analytique, granulaire, comme vous le dites dans l'ascenseur, la conversation, la pub, le slogan. Non, ça, c'est pas. Mais qui a pu arriver à, justement, avec le recul, attirer un certain nombre d'observations et de lancer des hypothèses en disant, eh bien, compte tenu de ce que je vois, il me semble que le vrai driver derrière ce phénomène, c'est ça. Et c'est ça qui annonce le futur. Mais par définition, mon livre est plein d'erreurs. Mon livre est plein de pronostics qui ne se sont pas réalisés. Je vous ai dit que ce livre, si vous le lisez aujourd'hui, je vous demande énormément d'indulgence parce qu'il est paru en 2017, qu'aujourd'hui en 2021, et qu'en 4 ans, la Chine a changé de manière dramatique et qu'aujourd'hui, je ne réécrirai pas le même livre. Non, mais c'est un livre qui reste extrêmement intéressant et dont je conseille la lecture. On apprend beaucoup de choses, même quand on connaît déjà un petit peu la Chine. Donc je le recommande chaudement. Et je pense que la réponse, c'est peut-être d'en écrire un nouveau pour actualiser un peu le précédent. Mais écoutez, si le livre résiste au temps, c'est un peu comme, vous savez, l'art contemporain. Hein. Oui. L'art contemporain, s'il résiste au temps, c'est chaque fois que vous regardez un tableau contemporain, la première question que je me pose, c'est est-ce que ça résistera au temps ou est-ce que c'est juste la mode du moment? Eh bien, si vous me dites que mon livre a résisté déjà à 4 ans, vous pouvez pas me donner plus de gratitude. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, pour conclure, bon, je crois qu'on a switché entre le tu et le vous. Je sais plus trop où on en est. Mais pour conclure, est-ce que tu peux nous partager une astuce que tu as pu développer pour hacker la Chine, pour craquer la Chine, pour mieux la comprendre? Alors, non, je n'ai pas réussi à hacker et craquer la Chine. C'est bien tout mon problème. Ce qui me rassure, c'est que je crois que personne n'y est arrivé. Donc, moi, le message que j'ai plus pour tout le monde, c'est allez-y.
allez-y. Et moi, je suis pas là pour faire la promotion de la Chine. Encore une fois, je suis pas inscrit au Parti communiste chinois. Vous allez détester, vous allez adorer, vous allez être surpris, vous allez être totalement déprimé, mais vous ne pourrez pas être indifférent. Et vous verrez une dichotomie totale entre les gens que vous allez rencontrer, le peuple chinois, avec des gens absolument humainement géniaux, et l'image qu'on s'en fait à travers la vision d'une organisation politique et d'un leadership qui ne se comporte pas comme nous. Donc, c'est ça le secret du hacking, c'est l'ouverture d'esprit. Je dis toujours, le plus grand risque pays à propos de la Chine, il n'est pas à Pékin, il est à Paris, à Londres, à Berlin, à Washington, à New York, c'est notre ignorance de la Chine. C'est ça le plus gros risque à propos de la Chine. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord, quoi. Découvrir la Chine, la détester, l'adorer, ça aussi, je suis d'accord. Et vous ferez ce que vous voulez. Je suis pas là, mais allez-y. Très bien, très bien. Bon, merci beaucoup, David, et bonne chance pour la suite. C'est moi. Grand merci. Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, Seghier. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!